Bonjour Marion. Comment vas-tu? Très bien, très bien. C'est un plaisir de te revoir. Depuis la Chapelle-au-Lys? Depuis la Chapelle-au-Lys, il y a quelques années, première saison de La Petite Vadrouille. C'était la première saison? C'était la première saison. D'accord. Tu nous avais gentiment accueillis avec Maggie et les enfants. Oui. Comment vont-ils? Très bien, très bien. Ça grandit? Ça grandit, absolument. Ça grandit beaucoup. Maggie, toujours prof de yoga? Oui, toujours à la même hauteur, mais toujours professeur de yoga, plus que jamais d'ailleurs. Et vous, votre famille, toi, toujours plein de projets, des voyages? Toujours des projets de voyages, l'observatoire qui se développe, le planétarium, et puis plein d'autres activités, tout à fait. Bon, j'espère qu'on va parler de tout ça aujourd'hui. Avec plaisir, avec plaisir. Olivier, tu nous as concocté une journée de découverte, une journée de rencontre. Oui. Et tu nous as donné rendez-vous ici à Mouilleron. Oui, alors on est à peine une quinzaine de kilomètres de la Chapelle-au-Lys. Hein, nous sommes toujours dans le pays de la Châtaigneraie. Mouilleron en Paré est une commune qui est particulièrement connue puisque c'est là que sont nés les deux représentants de la France qui ont signé réciproquement l'issue des deux guerres mondiales, donc Clémenceau, président du Conseil, et le maréchal de Lattre de Tassigny, qui représente la France au moment de la capitulation allemande à Berlin, ce qui est quand même assez incroyable. Ce qui est quand même assez incroyable. Dans le même village, voilà, c'est assez fantastique. Mais il y a aussi un troisième homme, également, à la Chapelle-au-Lys, et ce que je te propose, c'est d'être sur les traces de ce troisième homme. Qui est-il? Et ce troisième homme, eh bien, a été longtemps très ignoré. C'est Charles Louis Largetot. Alors, je ne sais pas si c'est un nom que tu connais. Alors, tu vois qu'il y a un titre qui fait référence naturellement à mon activité, c'est celle d'astronome. On voit des dates 1791, 1857. Et là, c'est la partie qu'on n'a pas évoquée lorsque nous nous sommes rencontrés, parce que je suis astrophotographe. Je travaille beaucoup sur Jules Verne, on n'a peut-être pas trop parlé ici, le rayon vert, parce que j'avais quand même donné le secret du rayon vert. Mais je suis historien des sciences. Mon travail de recherche en histoire des sciences est sur l'astronomie maritime. Les marins, pendant des siècles, ont eu besoin des étoiles pour se guider. Et il y a eu des travaux extrêmement importants pour offrir aux marins tous les outils de navigation astronomique jusqu'à l'arrivée du GPS. Et Charles-Louis Largetot est un personnage au XIXe siècle qui a joué un rôle extrêmement important dans une institution qui s'appelle le Bureau des longitudes. Alors forcément, là, Olivier, t'attises notre curiosité, parce que c'est vrai que tu nous parles du troisième homme, quand je regarde, ce serait même le premier homme, finalement, Mouilleron, 1791. Oui, effectivement, absolument. Chronologiquement, c'est effectivement le premier. Ce que je te propose, c'est d'aller dans un des lieux d'habitation de Largetot à Mouilleron. Alors, il se trouve que Largetot renaît d'une certaine manière par différents moyens. Et notamment, il y a un monsieur, Wilfrid, qu'on va aller rencontrer, qui a acheté ce qui a été une des maisons de la famille Largetot et qui l'a baptisé la maison Largetot pour l'ouvrir en tant que gîte, etc. et recultiver la mémoire de Largetot. Écoute, génial, Olivier, on te suit? Très bien, c'est par ici. On y va? C'est parti. Olivier, vraiment, moi j'aurais plein de questions par rapport à ce fameux Largetot dont j'ignore tout. Est-ce qu'on sait un petit peu, donc on sait qu'il est né à Mouilleron, mais son éducation, ses origines, comment a grandi cet enfant dans ce territoire? Alors ça, c'est peut-être quelque chose que Wilfrid ou Johan pourront peut-être un petit peu plus préciser. Moi, j'ai surtout travaillé sur Charles-Louis Largetot quand véritablement il devient astronome. Alors, il fait Polytechnique, il va rentrer dans le corps des élèves, des ingénieurs hydrographes, et il va participer au dépôt de la guerre pendant une quinzaine d'années à des observations astronomiques qu'on appelle de triangulation. C'est un travail particulièrement mis en scène dans le roman de Jules Verne, 3 Russes et 3 Anglais, où on a l'impression que ce serait presque le personnage de Largetot, d'ailleurs, qui pourrait être un des héros de cette aventure jules vernienne. Et donc, pendant une quinzaine d'années, Largetot va participer à ce qui va devenir la carte d'état-major. Voilà. Donc, dans ses
premières, voilà, les années 1810 jusqu'en 1829 à peu près. Et notamment, il est parti faire un lien de triangulation qu'on appelle entre la France et l'Angleterre. Et il a travaillé avec John Herschel, qui est un des plus grands astronomes du 19e siècle. Et on a un texte de John Herschel, qui est donc la référence en observation astronomique à l'époque au niveau international, qui dit que le travail qu'il a fait avec Largetot est fabuleux parce que c'est un des plus scrupuleux observateurs qu'il ait jamais eu l'occasion de rencontrer. Mais Largetot, peut-être du fait d'un côté très intensif dans ses observations astronomiques, va avoir un problème au niveau de l'œil droit et qui va, de toute évidence, l'obliger à faire évoluer sa carrière. Et donc, il va arrêter l'observation astronomique, en tout cas intensive, de géodésie et de cartographie, et il va rentrer au bureau des longitudes à partir de 1800. Enfin, les premières traces qu'on a de son nom, c'est à partir de 1825, et ça va être officiel à partir de 1829. Et là, il va devenir un personnage clé de l'astronomie maritime, on va dire, nationale, tout en restant extrêmement modeste. Et toi, Olivier, comment tu as découvert ce personnage? C'est par tes recherches, c'est par tes études? Alors, c'est un personnage dont le nom apparaît dans les procès-verbaux du Bureau des longitudes. Alors, il se trouve que j'ai travaillé en lien dans un très gros projet de recherche nationale sur la numérisation de tous les procès-verbaux du Bureau des longitudes. Le Bureau des longitudes est créé en 1795 et pour simplifier, donc c'est un organisme scientifique national qui existe toujours, lié à l'origine aux travaux astronomiques, scientifiques en lien au monde maritime pour que les marins aient des outils de navigation pour traverser les mers et les océans. Mais dans les faits, le Bureau des longitudes devient une sorte de petite académie des sciences de l'univers et avec une réunion donc hebdomadaire et dont on a tous les procès-verbaux qui ont été numérisés il y a quelques années. Donc c'est un travail absolument incroyable qui est en ligne. Et quand on tape Largetot, tout simplement, dans la recherche des procès-verbaux, on a 531 réponses. Donc c'est énorme, absolument considérable. Et en même temps, c'est un personnage omniprésent. Mais pour être très très honnête, ces 531 réponses, quand on les regarde individuellement, ne sont pas très passionnantes. Elles sont essentielles, mais qu'est-ce qu'on apprend? Monsieur Largetot vient de rendre ses calculs. Monsieur Largetot donne des nouvelles sur la connaissance des temps. Mais à aucun moment, il va prendre la lumière. C'est pas François Arago qui est on va dire le père de l'astronomie, enfin le chef de l'astronomie française de cette époque-là, qui devient même ministre de la Marine en 48. C'est pas Babinet, qui est pourtant quasiment son voisin, qui est à Lusignan, qui fait les mêmes études à Poitiers que Largetot et qui devient un personnage au point d'être caricaturé par Daumier. Voilà, c'est fantastique. On n'a aucune caricature de Largetot, on n'a aucune photo, alors que la photo existe bien évidemment, on n'a aucune gravure jusqu'à présent, en tout cas, alors qu'il devient membre de l'Académie des sciences, président du Bureau des longitudes, donc un personnage tout à fait essentiel. Donc il est toujours dans l'ombre. Donc c'est un personnage que je connais, et en même temps, il prend tellement peu la lumière que je n'avais pas véritablement travaillé dessus. Et c'est vraiment ici, en arrivant dans le pays de la Châtaigneraie, qu'il y a ce personnage de Largetot. On lui rend hommage dans mon festival Astrolis en dédiant une des salles d'exposition pendant le festival qui devient, donc depuis plusieurs années, la salle Largetot. Voilà. Et puis, il y a cette maison qu'on va découvrir, la création de l'Astro-Club Largetot, la Société Émulation de Vendée qui, il y a 3-4 ans, m'avait demandé, lors d'un colloque, de faire une conférence sur Largetot, voilà, qui fait qu'on va quand même travailler un petit peu plus. Et là, on va le découvrir un petit peu plus grâce à Wilfried. Bonjour. On est en vadrouille et on vient vous déranger si vous acceptez. Bonjour Wilfried. Bonjour. Je suis émue de marcher sur les pas du troisième homme de Mouilleron, Charles-Louis Largetot. Le connaissiez-vous? Laissons-nous guider.
Découvrons la maison de l'astronome, un logis en pleine renaissance. Bonjour Wilfried. Wilfried, moi, la première question qui me vient en tête, c'est est-ce que c'est une passion pour l'Argenteau qui vous a conduit jusqu'ici ou est-ce que c'est cette maison qui vous a permis de découvrir le personnage de l'Argenteau? Alors, c'est partout où je vais, en fait, je retravaille l'histoire de la maison, hein, toute sa chronologie, tous les personnages qui sont venus. Et quand je suis arrivé ici, je connaissais à peine l'Argenteau, puisqu'il avait simplement son nom dans la commune de Mouilleron. C'est tout. Et en fait, j'ai appris à vivre avec lui à partir du moment où j'ai retrouvé la généalogie. Et puis forcément, ce cadran solaire en faisant les chantiers. Alors ça, c'est incroyable. Donc du coup, on bascule. C'est-à-dire que le personnage vous appelle. Il vous réclame, il vous dit, mais il faut faire... Moment, tu prends conscience que c'est la maison de l'Argenteau, de la famille Largetot. Ah, il y a... Au moment de l'achat, avant... Alors, c'est après l'achat. Après l'achat. Puisqu'au départ, c'était effectivement... On avait aussi une grande famille qui était les Jacques Levenier, qui étaient marchands drapiers à la Renaissance, qui ont fait la Basse-Fosse, qui ont fait des tas de choses extraordinaires. Qui ont bâti cette maison. Mais il y avait, voilà, ils avaient cette maison avec le pigeonnier Renaissance ici. Donc voilà, alors ça c'était déjà très évocateur, on voyageait dans le temps, moi j'aime beaucoup voyager dans le temps, c'est incroyable les maisons, elles ont une histoire, c'est extraordinaire. Et puis l'Argenteau il s'est imposé, il est arrivé comme ça progressivement et il y a, alors 2017 on a trouvé le cadran solaire et alors là c'était le bouleversement complet parce que... et là, vous êtes laissé guider par l'Argenteau. Oui, et puis les étoiles, et puis le rêve, parce que forcément, on est sur l'idée du Petit Prince. Moi, j'ai lisé le Petit Prince de Saint-Exupéry quand j'étais petit. Alors, tout de suite, on se dit, mais où on va voyager, on va... Voilà. Et puis ce personnage, en plus, lui, a voyagé pas mal, puisqu'il a été en Angleterre, etc. Donc, quand on retravaille son parcours, on se dit, mais c'est extraordinaire. En fait, on est dans un lieu isolé, à l'écart du monde, presque, ici. Mais en fait, ce personnage-là nous permet de sortir. De voyager. Ça, c'est génial. Vous acceptez maintenant, Wilfried, qu'on fasse un petit tour du jardin, de la maison, et pour marcher sur les pas de l'Argenteau, justement? On y va tranquillement? Wilfried, c'est vrai qu'on est tout de suite impressionné par la façade de cette maison. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette façade? Plein de choses. Énormément de choses. Le lien entre l'habitat, l'histoire du lieu où l'Argenteau est venu ici en vacances, en repos, et puis le clin d'œil avec la nature et les oiseaux, puisqu'il y a 2 variétés de pommiers, de petites pommes qui nourrissent les oiseaux l'hiver. Donc là, ici, on a une synthèse de beaucoup de choses, quoi. L'architecture, l'histoire et l'environnement. Hop, dès qu'on arrive. C'est un tout. Et oui, c'est un voilà, tout. c'est un tout. Il y a un tout niché au cœur de ce bocage vendéen. On est en plein cœur du bocage vendéen. On est en plein cœur du bocage vendéen, près de la colline des Moulins. Oui, exactement. Et derrière, vous avez un petit jardin, Wilfried? Alors oui, il y a un jardin médiéval. Vous acceptez, Nicolas? J'ai créé... Ah oui, avec plaisir. On y va? Ah bah c'est parti, allez. Wilfried, moi, la question que j'ai surtout envie de vous poser, on sent depuis le départ, bien sûr, votre connaissance sur l'Argenteau, mais au-delà de tout ça, votre amour des vieilles pierres. Est-ce que c'est votre métier? Bah oui, depuis 35 ans. Vous êtes restaurateur? Oui, je suis en retraite maintenant, mais vous avez toujours travaillé. J'ai restauré et animé le patrimoine pendant 35 ans. Quoi. Et on ne peut pas s'arrêter en retraite? Parce que la passion est telle? Non, il faut se ménager le dos, mais autrement, on gère très bien, voilà. Quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qu'il y avait ici? Rien. Rien, une friche. Il y avait strictement rien. Il y avait un cheval avant, et puis des poireaux, de la poraille, comme on dit en Vendée. Oui. On avait de la poraille. Et puis je me suis dit, je vais faire un jardin médiéval. Pourquoi pas? Et pourquoi? Puisqu'il y a des traces 15e ici, 16e, on peut faire... voilà. Et j'ai créé ça. Donc effectivement, au 15e, on a un jardin bien régulier, limité par des allées, des carrés. Alors, ceci dit, la construction de ces petits murets de pierre sèche, c'est génial. Ah oui, j'étais formateur pierre sèche, oui. Il y en a beaucoup en Vendée de la pierre sèche, c'est dommage, c'est pas du tout valorisé suffisamment, mais on peut faire des choses avec à moindre frais, et puis prendre tout ce qu'on a sous la main et on fait avec, quoi, voilà.
Et l'implantation de vignes aussi. Voilà, l'implantation de vignes. Et l'intérêt de ces carrés, il devrait être un peu plus élevé encore, parce qu'on ne se casse pas le dos. On travaille facilement, comme les moines. C'est comme ça qu'ils faisaient, les moines. Ils se penchaient très peu. C'était un peu plus haut, d'ailleurs. Et ce que j'adore, moi, c'est cet axe et cette allée centrale qui offre une vue sur la maison. Quand vous êtes arrivé, ceci dit, Wilfried, vous disiez qu'ici, c'était une friche. Est-ce qu'il y avait quand même quelques fruitiers? Alors, il y avait des mirabelliers qui ont été apportés par un ancien soldat de la guerre de 14 qui a survécu à la guerre. Et il a ramené ça de l'Est de la France. Des mirabelliers qui viennent de l'Est. Et que vous préservez. Oh là là, j'y tiens énormément. Parce que c'est à la mémoire du personnage aussi. Mais ce qui est génial chez vous, Wilfried, c'est qu'on est sur une maison, sur un jardin, mais un site qui a un livre d'histoire incroyable. Parce qu'on part de l'Argetot, là on touche à la Première Guerre mondiale. J'imagine qu'elle a connu aussi les guerres de religion. Les guerres de religion aussi, la révolution industrielle avec les tracteurs. Là c'est plus récent, mais on a tout ça, c'est un condensé de vie. C'est une page d'histoire de France, tout simplement. Et pourtant, c'est une maison rurale, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Mais elle a du vécu. Elle a une âme. Et il faut aller les chercher. Oui, faut l'apprivoiser, même, cette maison-là. Et les maisons anciennes, c'est ça. Hein, parce qu'elles ont toute une histoire. Oui. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut y aller doucement dans la restauration. Et oui, il ne faut pas aller trop vite. Voilà. Et se poser la question, pourquoi l'arrière du four à pain est carré? Souvent, c'est très arrondi, etc. Il y a plein de petits détails comme ça. Il faut prendre son temps. Quelquefois, on n'a pas toujours le budget. mais c'est très bien. Il ne faut pas avoir trop d'argent, quelquefois, parce que ça permet de poser les choses. Donc là, on a des légumes. Et on fait des récoltes, voilà. Et puis on charge les carrés régulièrement de terre, etc., de paille, etc. On l'alimente. Wilfried, quel serait votre endroit préféré du jardin? Si vous avez un endroit préféré, un endroit où vous aimez vous poser, vous reposer. Le jardin de fruits rouges, il est un petit peu en friche, mais alors quand vous mangez les groseilles, les cassis, les myrtilles, directement pris sur le fruit, alors là vous êtes chargé en vitamine C, en énergie de toutes sortes, et c'est extraordinaire. On y va tranquillement alors? Oui, voilà, il est un peu en friche, je vous préviens. Bourré de vitamines, il faut prendre ça. Ça direct. Stéphane. C'est bon, il y a une toute petite acidité très légère. Et finalement, voilà. Et ça, c'est un grand moment de bonheur quand je suis dans les jardins. C'est la récompense après le travail. Je peux passer une demi-heure ici à grignoter tout ça. Les petits cassis, les petites groseilles. Wilfried, c'est vrai qu'on a vraiment compris ton attachement au lieu. Quels sont tes projets pour demain, ou en tout cas d'ici les prochaines semaines, sur cette maison de l'Argetot? Déjà d'ouvrir le gîte, parce qu'il faut quand même faire rentrer un petit peu de budget pour continuer à la suite, c'est-à-dire finir le temple romain et peut-être la tour 16e siècle, c'est-à-dire modifier la toiture ici de la tour 16e siècle. Et puis il y a quelques tôles à enlever aussi derrière les bâtiments pour mettre de la tuile. Tu travailles tout seul? Alors je fais venir les entreprises spécialisées quand même pour les toitures, hein. Les couvertures. Moi je peux couvrir. Par contre j'ai fait mes souches de cheminée moi-même. J'ai refait les souches de cheminée anciennes. Hein. J'ai été faire des photos dans le pays de la Châtaigneraie. Et j'ai trouvé des modèles de souches de cheminée. J'ai refait les souches de cheminée d'après des modèles du 17e, probablement 17e. Il y a eu beaucoup de constructions au 17e après les guerres de religion. Wilfried, pour les autres qui vont arriver prochainement dans ce gîte, est-ce que tu as à cœur de leur conter l'histoire de l'Argetot? Oui, parce que ce Charles-Louis, en fait, il arrive après une période difficile de la Vendée et il va être dans une ambiance de résilience. Son oncle va s'occuper de lui, etc. Mais il faut reconstruire, il faut redémarrer, il faut refaire, etc. Donc les familles sont soudées et le Vendéen de cette époque-là, il a tout à reconstruire. Oui, complètement. Et ça, c'est extraordinaire. Donc ce petit Charles-Louis, il symbolise, pour moi, enfin, c'est un élément très important. Il symbolise une période difficile. On est 1800, 1810, 1820. Il faut 20, 30 ans pour reconstruire à peu près les choses, refaire une économie.
il faut manger, etc. Donc la famille Pouponneau, dont la mère de Largetot, donc elle s'est remariée avec un Pouponneau, ils ont été tanneurs, etc. Il faut refaire des familles dans l'amour, dans la joie et la résilience, et j'insiste là-dessus. Pour moi, Charles-Louis Largetot, il est un symbole fort de cette période-là où on repart de zéro. On repart de zéro. Quel beau message en tout cas. Wilfried, oui, ce que je te propose maintenant, tranquillement, on va redescendre, on va rejoindre Olivier et tous les trois, on va faire une petite photo souvenir que tu garderas dans les archives de la maison ou pas. Ah si, mais en si, tout cas, pour nous, c'est important. Si, parce que moi, ça fait 9 ans que je travaille sur le site et votre présence est très, très encourageante. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup, Wilfried. Franchement, c'est... Merci. On y va, Stéphane? C'est bon pour toi. Et puis on va là-bas, au soleil. Presque. Cheese. Hop. Une deuxième, non, parce que j'avais un morceau de cassis. Parce qu'on a mangé des cassis, quand même. T'as pas goûté les cassis? Bon, regardez, messieurs, comme nous sommes beaux sur cette photo, quand même. Magnifique. Hein? Magnifique. Des soleils. Oui, Largetot est au-dessus de nos têtes. Le sourire, le sourire. Voilà. C'est pour toi, Wilfried, pour te remercier. Beaucoup. Je te fais un bisou. Voilà, et bon courage. Comme vous voulez. On viendra peut-être dormir la prochaine fois. Oui, voilà, c'est ça. Et puis du jus de pomme, hein, parce qu'il y a toujours du jus de pomme ici, en bio. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. On repart, Olivier? On repart. On repart. Olivier, merci pour cette rencontre. De rien, c'est un plaisir. Un passionné, Wilfried. Moi, ça ne m'étonne pas que vous vous entendiez bien. Et je pense que vous ferez de très jolies choses. Sûrement, ensemble. sûrement. Est-ce qu'on continue, Olivier, maintenant sur les traces de ce troisième homme? Eh bien oui, parce que le nom de Largetot est encore plus connu aujourd'hui également par la création d'un club d'astronomie. Sur Mouilleron? Sur Mouilleron, il y a un petit peu plus d'une année, donc c'est extrêmement récent. C'est le seul club d'astronomie du pays de la Châtaigneraie, donc en lien bien évidemment avec toute la dynamique en astronomie. Et je vous propose d'aller découvrir son président fondateur, Johan, qu'on va aller découvrir sur la colline des Moulins. Écoute, avec grand plaisir en tout cas. On y va, c'est pas loin. La petite histoire qui rejoint la grande. L'histoire de Wilfried qui rejoint celle de Charles-Louis. Oh, on adore plus que tout. Merci pour ce partage, merci pour cette découverte. Et longue vie à cette maison Largetot. Marchons vite jusqu'à Johan. Ciao, ciao.